Et mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau, Tristan Kinomo-Poal, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro, merci d'être avec nous. Olivier Roucan, bonsoir. Bonsoir. Politologue, vous êtes chercheur associé au CERSA, auteur de ce livre, En finir avec le président, merci d'être avec nous. Erwan Lestrouan, bonsoir, directeur d'études à l'Institut BVA. Et Charles Consigny, bonsoir, éditorialiste politique au Point. Merci à tous les quatre. On le voit peut-être, première question pour vous, Tristan Kinomo-Poal, visiblement ce comité politique des Républicains qui est en train de s'achever. Le débat est clos, c'est ce qu'a dit Gérard Larcher. François Fillon a rappelé qu'il n'y avait pas de plan B. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aussi facilement tourner la page ce soir? On va suivre demain matin le petit déjeuner des sarkozystes, également le petit déjeuner des juppéistes, même si bon, on a pour eux visiblement la réponse, puisqu'Alain Juppé l'a donné ce matin. Et puis, si les sarkozystes finalement rentrent dans le rang, eh bien effectivement, ça sera la fin de toutes ces hypothèses, de tous ces plans B qui ont été évoqués, et François Fillon pourra a priori repartir en campagne. Gérard Larcher, qui avait commencé à prendre un peu ses distances avec François Fillon, il est revenu ce soir à ses côtés, donc ça montre que finalement ça reprend son cours normalement. Ouais. Vous partagez cette analyse, Charles Consigny, et cette volonté de tourner cette page, l'hypothèse du plan B, c'est avec le renoncement d'Alain Juppé, c'est définitivement une page qui se tourne dans cette campagne pour la droite? Je pense qu'on peut pas utiliser l'adverbe définitivement dans cette campagne. Je crois que François Fillon est sur une ligne politique qui est très demandée parmi l'électorat de droite. Et je pense qu'Alain Juppé n'aurait pas pu incarner cette ligne politique. Donc il me semblait depuis le début un peu illusoire de penser que c'était Alain Juppé qui pouvait remplacer François Fillon. D'autres gens auraient pu le faire. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même légitimité. Par exemple, quelqu'un comme François Baroin, qui incarne en plus une forme de jeunesse, de modernité, etc., en théorie, il pourrait remplacer François Fillon. Le problème, c'est qu'il n'était même pas candidat à la primaire. Nicolas Sarkozy, pour d'autres raisons, il ne peut pas le remplacer. En fait, il n'y a personne. Personne n'est vraiment crédible aujourd'hui pour remplacer François Fillon. Donc, il continue sa campagne. Moi, j'ai vu tout à l'heure qu'il a été ovationné quand il s'est exprimé devant des entrepreneurs au salon des petites et moyennes entreprises. Voilà. Il est invité par la CPME. C'est quand même intéressant. Quelqu'un dont tous les commentateurs expliquent que c'est un repris de justice en devenir. Il va dans un salon d'entrepreneurs et les gens l'ovationnent. Donc je vous dis que sur la ligne politique, il est le seul, parce qu'il a une ligne politique à droite très radicale, et dans le spectre aujourd'hui des candidats, personne ne porte cette ligne-là. Ouais, Erwan Lestrouan, que disent les enquêtes d'opinion justement sur cet nouvel épisode ce week-end qui s'annonçait mouvementé pour François Fillon? Est-ce qu'il sort renforcé par cette séquence selon vous? C'est ce qui est vrai, c'est que la manifestation du Trocadéro, finalement, ça fait une certaine démonstration de force, parce qu'il y avait tous ces drapeaux, et on ne peut pas dire que ça a consolidé la base électorale de François Fillon, mais du moins, ça a rompu avec l'image d'un candidat isolé. On montre que François Fillon a des troupes qui se mobilisent, et il y a quand même une démonstration de force de ce côté-là. Mais le problème qui demeure, en fait, pour les Républicains, c'est l'écho de ce que vous dites, c'est que la primaire a tranché la question du programme, la question de la personnalité, la question de la ligne idéologique, tout ça a été tranché par la primaire. Pour autant, François Fillon, aujourd'hui, a une base électorale du fait du Penelope Gate, du fait de tout l'hiatus qu'il y a eu sur la sécurité sociale, a une base électorale qui ne permet pas d'envisager un rassemblement et une victoire finale à l'élection présidentielle. Donc se pose la question de la solution qui optimiserait les choses, tout en sachant qu'il n'y a pas de plan B naturel. Donc c'est tout ce qui peut faire le prolongement de la difficulté, mais il n'y a pas de casting idéal. Sinon, celui qui permettra de remporter l'élection, et c'est plutôt sur le projet que ça devrait se jouer. Ouais, Olivier Roucan, et il se trompe, François Fillon, quand il fait le pari justement du peuple contre le parti. Est-ce que sa base est suffisamment solide justement pour aller jusqu'à la victoire, jusqu'à la présidentielle? Enfin, le peuple, c'est un bien grand mot pour 40 000 personnes. Et invoquer le peuple contre les institutions, c'est une rhétorique qui est à la limite du registre de la droite classique, je dirais même qui est hors du registre de la droite classique. Donc la radicalisation qu'incarne François Fillon de l'électorat à droite et qu'Alain Juppé ce matin a pointé du doigt, elle est effective et comme vous le disiez, le problème c'est de sortir de ce socle. Il est là, il existe, il peut se mobiliser parce qu'il est organisé.
On voit dans les enquêtes d'opinion que c'est un potentiel électoral assez âgé, que c'est un potentiel électoral très proche d'une droite catholique très militante. Mais la droite modérée, classique, dans la durée sous la Ve République, n'a jamais été identifiable à ce seul noyau. Donc l'enjeu pour François Fillon, c'est d'élargir. Et on a vu, avant l'affaire politico-financière, qu'elle soit déclarée, que François Fillon, qui commençait sa campagne sur un certain nombre de thèmes, a perdu pas mal de points en développant son programme. Donc là, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il aura plus d'espace pour dérouler son programme, mais ce n'est pas forcément pour lui gage d'une augmentation dans les intentions de vote. Tout le monde perd des points en déroulant son programme. C'est pour ça que Emmanuel Macron a attendu le plus possible pour dérouler son programme. Dès lors que vous proposez des choses, surtout si c'est des choses tranchées, vous perdez des points. Emmanuel Macron n'a pas perdu de points en annonçant son programme. Il en a au contraire un peu gagné. Non, mais parce que vous aurez observé qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'attarder sur son programme, vu que pour l'instant on s'est beaucoup attardé sur François Fillon. Je pense qu'en l'absence de l'affaire Fillon, si on avait passé toutes les mesures du programme d'Emmanuel Macron au scanner, il aurait perdu un peu de points. Et par ailleurs, moi je crois que cet électorat de droite modérée dont vous parlez, je pense pas qu'il subsiste vraiment aujourd'hui en dehors de chez Emmanuel Macron. Il faut bien voir qu'il y a toute une France qui en a soupé du socialisme sous toutes ses formes, et notamment sur le plan économique, et qui demande un quinquennat durant lequel on baisse les impôts, on supprime les réglementations et on en termine avec les vieilles lunes de la gauche à la française. Vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume le Olivier Roucan et ensuite Erwan Messoin. Allez-y. Oui, allez-y. Non, mais je voulais simplement dire qu'il y a un héritage historique, un legs du chiracisme qui ne disparaît pas. Alain Juppé, même si la primaire en bout de course l'a défavorisé parce que notamment il n'a pas fait une campagne exceptionnelle, il portait quand même lui aussi une incarnation d'une certaine droite qui ne va pas s'effacer d'un trait de plume dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'après. Et en cas de victoire de François Fillon, il y aura une majorité à construire et cela s'avère, tout ce que nous avons vu ces quelques jours indiquerait que cela va s'avérer difficile. Erwan Messoin. Oui, ce qui est intéressant, c'est deux chiffres. C'est de regarder ce que font les électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012. Sur 10 personnes qui votaient pour Nicolas Sarkozy au premier tour en 2012, aujourd'hui, il y en a 6 qui vont vers François Fillon. Uniquement, il y en a 2 qui vont vers Emmanuel Macron, 2 qui vont vers Marine Le Pen, globalement, tendance approximative. En ce qui concerne les électeurs de François Bayrou, il y en a 5 sur 10 qui se dirigent vers Emmanuel Macron, et encore uniquement 2 sur 10 qui se dirigent vers François Fillon. Donc c'est là où on peut parler de détérioration, c'est que finalement on ne capte pas le plein des voix comme le faisait Nicolas Sarkozy. Et si on regarde les électeurs de Nicolas Sarkozy au deuxième tour en 2012, donc ce qui pourrait être les sympathisants de la droite et du centre finalement dans leur ensemble, seul 1 sur 2 vote pour François Fillon au premier tour dans nos enquêtes d'intention de vote. Alors, Tristan Kinomopoil, c'est vrai qu'on parle de Nicolas Sarkozy, on nous dit qu'il préfère perdre finalement avec François Fillon que gagner avec Alain Juppé. C'est vrai qu'il y a cette absence de consensus autour du plan B aussi qui a joué en faveur de François Fillon. Oui, Sarkozy ne voulait pas d'Alain Juppé. Le fait aujourd'hui de soutenir François Fillon, pour les sarkozystes, ça leur permet d'obtenir beaucoup de choses, parce que leur soutien devient extrêmement précieux. Nicolas Sarkozy est arrivé 3e de la primaire. C'était pas celui qui avait qui était le plus en capacité de revendiquer certaines choses. On l'a vu d'ailleurs avec Laurent Wauquiez, qui a eu un mal fou à obtenir la présidence des Républicains après la primaire. Et bien là, peut-être que ça va changer. Peut-être que Laurent Wauquiez va pouvoir l'obtenir si les sarkozystes soutiennent François Fillon. Et après la présidentielle, admettons que François Fillon ne soit pas élu, il y aura les élections législatives. Qui conduira la droite à ces élections? Le président du parti. Et si Emmanuel Macron est élu, s'il a une peine à construire une majorité pareille pour le Front National, peut-être que la droite a une chance, peut-être qu'il y a des électeurs de droite qui se détournent de François Fillon parce qu'il y a eu une polémique autour de lui pour la présidentielle, mais cet électorat de droite, il existe encore, on l'a vu pendant tout le quinquennat de François Hollande, il était extrêmement présent, il a envie de s'exprimer, et peut-être qu'il s'exprimera davantage, plus sereinement, plus calmement, lors des élections en juin, et ce sera le chef du parti qui pourra conduire une majorité. C'est peut-être aussi un plan auquel les sarkozystes pensent. Ouais, Charles Consigny, c'est vrai qu'on parlait aussi d'une hypothèse, d'un ticket avec François Baron. Est-ce que ça, c'est un moyen pour les sarkozystes de mettre un petit peu François Fillon sous cloche, si on peut dire ça comme ça? Mais vous voyez bien que personne n'arrive à le mettre sous cloche.
c'est aussi quelque chose qu'on remarque dans ces dernières semaines, c'est que c'est un homme qui a une ténacité invraisemblable. Il arrive tout à l'heure à la réunion des Vous parlez de hiérarques. ténacité, Alain Juppé parle d'obstination qui conduit la droite dans l'impasse. Mais peut-être, si vous voulez, la question, quelle est la question? Je raconte juste l'anecdote, c'est que tout à l'heure, il arrive dans la réunion avec les hiérarques de la droite, qui ont tous un couteau entre les dents et qui s'apprêtent à le destituer, en fait, comme ils avaient fait à l'époque avec Copé, avec une grande violence, et Copé n'avait pas pu résister. Et Fillon, il arrive dans la réunion et il leur demande à eux de se ressaisir. Il leur dit maintenant, les mecs, ça suffit les conneries, on recommence cette campagne et puis vous vous calmez. Que chacun se reprenne. Bon, que chacun se reprenne. Je trouve ça incroyable dans sa position d'arriver, de dire aux gens maintenant il faut que chacun se reprenne. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Ceux dont le soutien faiblissait font des déclarations pour dire que non, ils sont à fond avec lui. Bon, donc il a le cuir peut-être plus épais que ce qu'on pourrait penser. Après, la question que la droite doit se poser, c'est est-ce qu'elle peut encore gagner cette présidentielle? Est-ce qu'elle peut encore, notamment, faire battre Marine Le Pen? Est-ce qu'elle peut encore être au second tour de la présidentielle? Évidemment, on peut se dire qu'avec un tel risque aujourd'hui que Marine Le Pen soit au second tour et ensuite gagne l'élection, on a envie de parer par tous les moyens à cette éventualité. Le problème, c'est que si par exemple ils avaient désigné Alain Juppé, ils se retrouvaient avec un candidat qui, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, est plutôt un homme de centre droit et qui donc n'a aucun effet de rétention d'électeurs qui, si la droite n'est pas à droite, vont au Front National. Les sondeurs et politologues ici présents parleront mieux que moi. Donc il faut un candidat qui soit assez à droite. Mais comme il faut, comme vous l'avez souligné, un peu d'équilibre. Mais cette stratégie aussi, n'avait pas été plaidée en faveur de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, lors de la dernière élection. Avec Justement, Nicolas on avait fustigé la ligne Buisson. Oui, mais on a fustigé la ligne. Ça, vous savez, il y a deux analyses sur la ligne Buisson. Il y a ceux qui pensent que sans la ligne Buisson, il aurait été humilié, balayé, il aurait été avec des scores dérisoires. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça donnait sans Buisson lors du dernier coup. Et ensuite, on observera qu'à l'époque, avec la ligne Buisson, Marine Le Pen n'était pas au second tour. Il faudrait peut-être avoir ça en tête aussi. Alors, Olivier Oui, sur le fait que quand la droite classique radicalise son positionnement pour finalement suivre la droite extrême ou l'extrême droite ou le populisme, il y a des études depuis assez longtemps quand même qui indiquent qu'elle n'est pas gagnante. Et à terme, le seul moyen pour elle, dans cette stratégie d'être gagnante, c'est de passer un accord électoral et un accord de gouvernement. En 2007, elle a été gagnante comme ça. Oui, ça a duré quelques mois. C'est-à-dire qu'ensuite, toutes les élections intermédiaires ont été élu à perdues. 53%. Oui, mais ça n'a marché qu'une fois et depuis, ça ne marche plus. C'est-à-dire que la polarisation idéologique, c'est la fameuse phrase qu'on répète à l'envi, entre l'original et la copie. Mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt comme ça. Je vous le dis, le seul moyen où on constate que ça sert le parti de la droite classique, c'est lorsqu'il y a un accord électoral, lorsque la force extrême est associée au pouvoir, parce que, évidemment, alors elle a des comptes à rendre et elle se dissout un peu, elle s'use, elle se délite. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui est a priori prévu. Pour tous. Je voudrais quand même dire que pour la suite, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, eh bien, ça pourrait configurer à l'issue des législatives un paysage politique pour l'instant que nous avons du mal à imaginer, cette affaire d'alliance majoritaire pour la suite. Non. Oui, on est aussi face à l'écueil des primaires. C'est vrai qu'on a eu une primaire à gauche qui a désigné un candidat vraiment sur les valeurs. Dans les sondages, on voyait que Benoît Hamon était choisi pour ses propositions politiques beaucoup plus que pour sa personnalité, pour sa capacité à remporter l'élection présidentielle ou pour faire barrage à un candidat. Et idem pour François Fillon. Alain Juppé, lui, était choisi pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy pouvait être choisi pour sa personnalité, son style présidentiel. François Fillon, il gagnait vraiment le match sur la question des propositions. Donc on a deux candidats de proposition qui ont été désignés dans des primaires qui sont composées pour le gros du corps électoral par les sympathisants d'un côté du Parti socialiste, de l'autre côté les Républicains. Donc ils sont dans l'ADN du parti. Et finalement, le contre-coup, c'est que au-delà des frontières du parti, ça devient plus difficile parce qu'on a finalement valider un projet qui est très centré sur la ligne du parti et qui peut-être gagne un peu moins de crédit au-delà.
Tristan Kinomo-Poil. Même si François Fillon est assez bas en ce moment, c'est après des semaines et des semaines aussi de battage médiatique sur cette question. Il va falloir regarder peut-être la reprise de sa campagne où on va commencer justement à parler de projets, notamment celui d'Emmanuel Macron avec toutes ses contradictions. Emmanuel Macron aujourd'hui il est haut grâce à l'électorat de droite. Peut-être qu'il y a encore moyen de le dégoûter. Il y a quoi 50 jours avant le premier tour. Donc il peut augmenter encore un petit peu François Fillon. Il peut aller gratter quelques points. Il y a des gens qui ont été extrêmement déçus par cette affaire. Mais ils vont arriver dans l'isoloir, ils vont voir les bulletins alignés et puis ils n'auront pas le choix. Certains vont voter François Fillon parce qu'ils n'auront pas le choix. Il n'y aura pas d'autres candidats qui représenteront leurs idées. Donc il ne sera peut-être pas si bas que ça. Et d'autant plus que dans ses intentions de vote, il a un socle qui est assez sûr de traduire l'intention en acte. Plus élevé dans tous les cas que Emmanuel Macron, bien plus élevé. Et donc ça va un peu dans le sens que vous nous dites. Mais enfin, l'impression générale que laisse cette séquence auprès d'une partie importante de l'électorat, c'est une impression quand même de fatigue, voire plus. C'est-à-dire qu'on entend quand même des retours qui indiquent bien que les gens sont lassés de ce que nous avons vu notamment aujourd'hui. Des personnes qui disent « Ah, c'est terminé Fillon », puis qui, 2 jours plus tard, parce qu'il y a eu un petit meeting, ou un grand meeting, reviennent dans... Tout ceci, les gens en sont lassés. Donc il y a aussi un paramètre, et je fais vite pour laisser la parole, un paramètre à suivre qui va être l'abstention. C'est-à-dire que la distance, la méfiance vis-à-vis de la politique, cette séquence l'aura assurément nourri, davantage encore. Ouais, c'est vrai, Charles Consigny, puisqu'on peut estimer avec ce comité politique aujourd'hui que le débat est clos, mais jusqu'à quand? Puisqu'il y a toujours cette épée de Damoclès avec cette convocation chez les juges, ce sera mercredi prochain. Il y aura la convocation chez les juges. Il se murmure que si ça se trouve, il ne va pas être mis en examen, mais il sera placé sous le statut de témoin assisté, qui est un statut plus léger. Alors je ne sais pas ce que valent les rumeurs aujourd'hui, il faut évidemment s'en méfier beaucoup. Moi je mets en garde aussi... Ça ne risque pas de relancer l'hypothèse du plan B, même si ce n'est pas une mise en examen la semaine prochaine, Charles Consigny? Vous savez, Dante promet l'enfer aux indécis. Il y a un moment, il faut prendre une décision, s'y tenir. À partir du moment où ils décident qui garde Fillon comme candidat, il n'y a plus de débat et ils font avec ça. Et d'ailleurs, on a observé, moi j'avais trouvé personnellement déshonorante sa proposition de majorité pénale à 16 ans, mais quand, au sortir d'un rendez-vous avec Sarkozy lui dit « si tu veux un vrai contre-feu, tu fais une proposition par jour, de préférence une proposition un peu iconoclaste », Fillon fait ça, on arrête de parler, les médias se prennent au jeu, on arrête de parler de ces affaires et il remonte un peu dans les sondages. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises et moi je crois qu'il ira jusqu'au bout. Mais je veux juste dire une chose, c'est que il faut faire attention. Il est possible que ce soit Emmanuel Macron aussi contre Marine Le Pen, et il faut voir que les gens votent aussi beaucoup et surtout par adhésion à un homme et un programme, et pas par rejet d'un autre. Quand les Américains ont cru qu'Hillary Clinton suffirait parce que c'était la seule contre Trump à contrer Trump, ils se sont trompés parce que l'adhésion de l'autre côté était trop forte. Si on croit que tout le monde pourra rejoindre Emmanuel Macron pour contrer Marine Le Pen, on se trompe. Il faut une vraie adhésion à un programme. En 2012, c'est le rejet de Sarkozy qui explique une partie du vote Hollande. Vote d'adhésion, vote de contestation, on va y venir puisque c'est un vrai débat que vous soulevez, mais je vous propose de retourner au siège des Républicains où nous attend notre journaliste Marie Brémaud. Où en est-on de cette réunion, Marie? Est-ce que ça continue toujours à l'intérieur, rue de Vaugirard? Oui, les discussions se poursuivent derrière moi au siège des Républicains. Ici, visiblement, on veut clore le débat, tourner la page. C'est ce qu'a affirmé Gérard Larcher. C'est ce qu'a confirmé également François Fillon, disant que l'alternative à Alain Juppé n'était plus une option, puisque ce matin, lui-même l'a annoncé. Mais pour clore cette page, ça semble prendre un petit peu de temps. Pas si évident que ça, visiblement. Il devrait quand même sortir d'ici quelques temps et acter en effet de la candidature, de la poursuite de la candidature de François Fillon, le comité politique semblant suivre en effet son leader. Mais demain matin, en effet, plusieurs réunions auront lieu. D'un côté, près de l'Assemblée nationale, il y aura en effet les sarkozystes qui se réunissent au Sénat autour du Juppé Jean-Pierre Raffarin, des centristes et des amis de Jean-Pierre Raffarin se réunissent également. Donc on verra s'ils suivront en effet ce qu'a acté et décidé ce soir le comité politique ici au siège Les Républicains.
Merci beaucoup Marie Brémaud. On parlait à l'instant, Erwan Lesserand, justement de cette question qui est majeure, du vote d'adhésion contre un vote de contestation. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les Français sont dans cet état d'esprit, justement, par rapport à François Fillon ? Pour François Fillon, oui, en effet, c'est vraiment une personnalité qui colle profondément à l'ADN des Républicains. Je regardais avant de venir la popularité de François Fillon auprès des sympathisants UMP en avril 2012, donc c'est-à-dire après 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy, on était à 88% de bonnes opinions. Quand il était Premier ministre, auprès des Français, il n'est jamais descendu sous la barre des 40% de bonnes opinions. C'est une personnalité populaire à laquelle on adhère, qui a été élu pour ses propositions, à la différence par exemple de François Hollande en 2011, dans l'arbitrage avec Martine Aubry des électeurs de la primaire, la capacité de François Hollande à battre Nicolas Sarkozy, à remporter l'élection présidentielle, avait pesé dans le choix plus que le projet. Là, on est avec François Fillon vraiment sur un personnage qui incarne un projet, et c'est pour ça qu'il a été désigné. Avec cette situation inédite quand même d'une Marine Le Pen, avec ce risque qu'elle soit présente au second tour et qu'elle puisse gagner la présidentielle, ça c'est un élément nouveau qu'il faut intégrer justement dans toute cette partie de calcul finalement électoral pour l'électeur. Oui, mais il fallait voir un peu les manifestants hier au Trocadéro. Certains disaient que si François Fillon n'était pas là, ils étaient prêts à aller gonfler les rangs de Marine Le Pen. Si François Fillon reste candidat, ils vont pouvoir se mobiliser pour lui. Ce sont des gens qui sont extrêmement déterminés. Hier, il faisait un temps exécrable. Et lors de la primaire, d'ailleurs, lors du premier tour, il faisait aussi un temps exécrable. Ces gens-là étaient mobilisés. Ils ont parfois attendu plusieurs heures pour aller voter. Hier, ils étaient de nouveau là et lors du premier tour de la présidentielle, ils seront là. Est-ce que les électeurs d'Emmanuel Macron sont aussi déterminés ? Ce n'est pas sûr. Et effectivement, François Fillon, qui est porteur de valeurs, d'une ligne, c'est d'ailleurs la droite de ce quinquennat, c'est la droite de la Manif pour tous, c'est la droite de province, etc., qui est silencieuse, mais qui a envie de s'exprimer, un peu invisible, et qui est extrêmement déterminée. Un peu invisible, elle a été très visible pendant tout le quinquennat. Souvent on l'entend pas trop, souvent on l'entend pas trop, on a beaucoup parlé d'Alain Juppé. Elle a été très visible lors des primaires, parce que quand on regarde l'électorat de la primaire, il n'est pas représentatif d'un électorat de la droite classique. C'est pas la droite qui a fait les unes. 4 millions d'électeurs, et là-dedans, donc, la part qu'a pris François Fillon, ce n'est pas représentatif de l'électorat de la droite on a aux élections présidentielles. Sur les unes des magazines. Rappelons que c'est un tiers du potentiel du premier tour de la droite qui a voté seulement, même si c'est un chiffre important à la primaire. Donc le prisme des primaires déforme. C'est un miroir déformant, la primaire. Et on s'en rend compte d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas tant de problèmes depuis quelques semaines, au-delà de l'affaire même, si la primaire était un élément de régulation. Il y a un problème de gestion de la primaire, que ce soit pour les Républicains ou que ce soit pour le Parti Socialiste, on le voit. En tout cas, François Fillon peut compter sur un noyau extrêmement déterminé, et c'est lui qui va relancer sa campagne, et les autres candidats n'ont peut-être pas ce noyau. Qu'en est-il des voix de l'UDI ? On sait bien qu'il y aura certainement une décision plus officielle qui sera prise demain sur un soutien à François Fillon. Est-ce que ces voix vont jouer ? Sur qui vont-elles se porter selon vous ? Non mais attendez, moi je ne connais pas les électeurs de l'UDI. Je ne connais pas un seul électeur de l'UDI. Je connais des sénateurs UDI, des députés UDI éventuellement, mais je ne connais pas d'électeurs UDI. Donc je veux pas me moquer, mais moi ça me fait toujours rire. Il y a quand même une partie centriste qui peut peut-être justement se porter sur Emmanuel Macron. Historique. Moi j'y crois pas. Je pense, si vous voulez, que c'est droite sociale, chrétienne, modérée, ça existe dans l'histoire. Au stade où on est, c'est une espèce d'alibi social pour la droite. Mais les cartes sont quand même profondément rebattues, parce qu'il y a une colère incroyable en France, et donc malheureusement aujourd'hui, en ce moment, il faut une parole assez radicale. Vous allez voir que si Macron, puisqu'on en parle, et ça, c'est quand même un concurrent très important pour Fillon. D'ailleurs, il tape que sur Macron. Moi, si j'étais lui, je taperais aussi sur Marine Le Pen, mais il tape beaucoup sur Macron. S'il continue dans sa trajectoire actuelle, qui consiste à faire du politiquement correct, mais alors, comme on n'en a pas vu depuis longtemps, il va baisser. Les gens en ont marre des discours consensuels. Ils veulent de la radicalité, et ils veulent sentir qu'il va y avoir des vraies réformes, parce que ils se rendent bien compte que si la France ne change pas profondément, elle mourra. Eh bien, merci Charles Consigny, merci Erwan Lesserand, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Malheureusement, merci Olivier Roucan, merci Tristan Quinault-Maupoil. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouverez ce soir Perrine Ternot pour votre rendez-vous On va plus loin. Quant à moi, je vous dis à demain à 18h.
Vos rendez-vous avec